Le mot Lequel? revanche ne m'évite pas, pas du tout. J'ai vécu cela moi-même en Côte d'Ivoire. Alors vous dites que votre nom ne figure dans aucun des plus grands scandales liés à ce système de la France-Afrique, système où par exemple vous avez participé à acheminer près de 10 millions de francs français d'Houphouët-Boigny de 80 à 86 pour le fonctionnement du RPR, le parti de Jacques Chirac. Blaise Compaoré a fait venir ces 3 millions de dollars à Chirac et à De Villepin dans ses djembés. À partir de cette affaire des djembés, vous dites que ces pratiques commencent à vous rendre mal à l'aise. Absolument, absolument. Mais je tiens à préciser une chose. Je n'ai jamais été mêlé au scandale de la France-Afrique. Non, c'est ce que j'ai dit. Vous avez peut-être vu ces vidéos passer tant elles ont fait le bruit ces dernières heures. J'ai même vu certaines personnes qui disaient en commentaire que oui, ce monsieur avait des remords. Et c'est parce qu'il avait des remords qu'il fait ces révélations. La bonne blague. Il ne nous a absolument rien appris de nouveau. Il ne nous a rien appris qu'on ne savait pas déjà. Et s'il y a une chose que je n'aime pas avec les médias occidentaux, c'est quand on nous prend pour des idiots. Donc, il serait de bon ton et malin qu'on se demande pourquoi est-ce qu'il fait ces révélations. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Pourquoi c'est lui qu'on envoie? La première raison déjà, c'est qu'il veut gagner un peu plus d'argent. Son fameux livre où il dit toutes les vérités là coûte en moyenne 25 €. Donc, voilà déjà la première raison. Pour se faire de l'argent. Et non pas la soi-disant bonne conscience qu'il veut se donner. Absolument pas. Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. Maintenant, la seconde raison, c'est qu'il a été mandaté. Comme il a toujours été mandaté durant toute sa carrière. C'est un espion. Il a été envoyé pour une mission bien précise. Peut-être que sa mission, c'est de mettre une certaine pression à Ouattara, comme il n'arrive pas à récupérer l'AES. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une raison pour laquelle il décide de dévoiler ça maintenant. D'ailleurs, un point que vous remarquez, c'est qu'il est passé dans les grands médias français, dirigés par des milliardaires français qui ont des intérêts au pouvoir. Et c'est dans ces médias qu'il explique que tous les dirigeants français sont des pourris. Vraiment, vous voulez qu'ils ne soient pas mandatés comment? Par quel miracle ce type ne serait pas envoyé? Petite pause. Avant qu'on ne continue, vous devez savoir que cette vidéo est sponsorisée par Kiro Games, le studio de jeux vidéo qui a fait Orion l'héritage des Coriodan, actuellement disponible sur PC et sur Xbox. Kiro Games travaille sur un autre projet très intéressant, le responsable Mboa. C'est un jeu de gestion qui te met dans une parodie sociale africaine, où vous incarnez une jeune personne qui vient de se faire recruter dans un ministère et vous devez donc gérer un certain nombre de choses. Il y a matière à faire. C'est très immersif et personnellement, j'ai adoré. La démo du jeu est disponible pour iPhone et Android et a déjà fait plus de 60 000 téléchargements. C'est pour terminer ce jeu que le studio fait une levée de fonds, donc ouvre son capital. Vous pouvez devenir actionnaire du projet à partir de 1 000 $. Je vous conseille de tester le jeu et de voir les autres réalisations du studio avant de vous décider. Ils ont mis à disposition toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez voir leurs résultats et aussi vos potentiels gains et retours sur investissement. L'entreprise est en activité depuis plus de 10 ans. Je vous mets tous les liens en description, c'est-à-dire le lien vers la démo du jeu, le responsable Mboa, le lien vers le site d'investissement et le lien vers d'autres de leurs produits. Bon, on va aller point par point. Commençons par présenter le monsieur. Robert Bourgi, franco-libanais né à Dakar, est un nom incontournable dans le rapport de la France au continent africain. Incontournable de la France-Afrique. Son rôle est résumé en quelques mots par un journaliste spécialisé, ici en 2011. Le rôle de Robert Bourgi, c'est vraiment d'être le messager des présidents africains auprès des hommes de pouvoir et en particulier de l'Élysée et des présidents français. Il a toujours joué ce rôle sur une très longue période. Homme d'affaires, entremetteur, simple avocat, éminence grise, conseiller occulte ou porteur de valises, ou tout à la fois, difficile de laisser Robert Bourgi dans une seule case. Il était proche des présidents africains de la région subsaharienne. En premier lieu, Omar Bongo, ancien président gabonais, qu'il appelait papa. Proche aussi des présidents français, à commencer par Jacques Chirac. Il est considéré comme l'un des successeurs du Monsieur Afrique de la France, Jacques Foccart. C'est son mentor en tout cas. Dans l'histoire, quand on parle de la France-Afrique, il y a systématiquement un nom qui revient. Jacques Foccart. C'est un Français qui a activement œuvré pour la colonisation et la néocolonisation en Afrique. C'est lui qui a notamment organisé plusieurs assassinats sur le continent, des déstabilisations politiques et tout un tas de stratagèmes pour détruire nos pays. Et il était la personne qui organisait la mise au pouvoir des dirigeants vassaux, des dirigeants pro-occidentaux en Afrique. Maintenant donc, ce Robert Bourgi, qui veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire une personne désintéressée,
a été élevé littéralement par Jacques Foccart. Il a été formé par Jacques Foccart. Et lui aussi a mené activement la politique néocoloniale. Donc il était exactement comme Foccart, son digne héritier, le lien entre l'Afrique et la France. Voilà déjà une raison de se méfier de lui. Ce n'est pas un ami. Pas du tout. Maintenant, pourquoi j'insiste encore sur le fait qu'on ne doit absolument pas croire à ce qu'il dit? Simplement parce que durant toutes ses interviews à ce sujet, il a une posture de soumission. Le gars est tout le temps comme ça, placé comme ça. C'est-à-dire, il se recouvre. Il reste recroquevillé comme ça sur lui-même avec toujours un air de pitié là. C'est de la comédie, hein? Ne vous leurrez pas. Il veut qu'on soit compatissant. Et je n'aime pas ça. C'est de la manipulation. Je ne crois pas à sa bonne foi aussi parce que à chaque fois, il essaie de se faire passer pour quelqu'un de bien. Alors qu'au vu de ce qu'il a certainement fait, c'est impossible qu'il soit quelqu'un de bien. Il va nous parler de ses relations proches avec les présidents africains, comme si on en avait quelque chose à foutre. J'appelais tel papa, il m'appelait mon fils, et patati et patata. Rien à foutre. Madame, si en 2011, je me suis exprimé, c'est parce que ma conscience me taraudait. Parce que, comme m'appelait Bongo, Omar Bongo Ndimba, il me dit, fiston, tu es mon nègre blanc. Rien ne me différencie d'un Africain, d'où qu'il soit en Afrique noire, si ce n'est que la peau. Je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar, j'étais le lien avec Mobutu, pendant la guerre au Zaïre, j'étais le lien avec Omar Bongo, j'étais le lien avec la Côte d'Ivoire, avec la Mauritanie et tant d'autres. Rien à foutre. Je ne sais pas pour vous, mais ça sent trop l'hypocrisie. Je ne peux même pas y croire une seule seconde. C'est faux, il est faux. Du début à la fin, il est faux. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte d'une chose qui est absolument, disons, fascinante dans son discours. Il n'évoque pas une seule seconde les populations. Les populations qui ont été torpillées dans ces histoires. Il n'a de compassion prétendue, j'insiste sur le terme prétendu, qu'envers les dirigeants africains avec qui il était en contact, en très étroite collaboration, en très étroit contact. Au point où il dit que quand il a su que Gbagbo allait être attaqué, il s'est mis à pleurer. C'est pourquoi on fasse quoi maintenant de l'information? Qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous a fait de voir les images tourner en boucle à travers le monde d'un Laurent Gbagbo en Marseille avec son épouse Simone? Madame, j'en ai beaucoup souffert. Oui. Je puis vous dire... Leur résidence a été bombardée par l'armée française, Absolument. l'ONUCI et les troupes de Ouattara. Madame, lorsque le président Sarkozy m'a demandé de passer un coup de fil à Laurent, je savais très bien qu'en cas de refus de Laurent Gbagbo, ça pourrait être terrible. J'ai essayé à travers ce coup de fil de faire comprendre à Laurent que c'était sa vie qui était en danger. Et il m'a raccroché au nez. J'ai éclaté en sanglots, madame, parce que je savais ce qui allait se passer. Tu as fait quelque chose pour empêcher. C'est pourquoi on fasse quoi de la foutue information? Qu'on ait pitié plutôt de lui, c'est ça l'idée. Et le pire même dans l'affaire, c'est que c'est la population ivoirienne qui a souffert de ça. Mais vous écoutez, il n'évoque jamais la population, il n'y pense même pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'essayer de se faire passer pour le gentil de l'histoire. Dans ses discours, donc, c'est le mélange de tout ça qui m'énerve. Il prend une posture de victime, alors qu'il est coupable, il est même le bourreau, il organisait tout ça. Quand on parle de l'ours à l'air qui le mouille forcément dans les affaires, vous voyez comment il rugit. Sa vraie personnalité ressort. Vous dites dans le livre quand même que Ali Bongo, donc qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez $1 million par an. Par an. Entre 2009 et 2013, $1 million par an, Robert Bourgi, dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même? Parce que ça, c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. Vous dites que c'est du lobbying, mais vous comprenez que ces chiffres puissent choquer. Monsieur Perelman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction. S'il vous plaît. Mais vous le dites dans vos mémoires. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer. C'est dans ma nature, monsieur Perelman, de ne pas mentir. Je dis les choses telles qu'elles sont. J'étais pas obligé de dire que je gagnais $1 million, mais je le dis. Dans la même vague, vous voyez qu'il essaie de créer une proximité familiale avec les dirigeants africains pour nous faire croire toujours qu'il était de leur côté, n'est-ce pas? Ce qui est totalement faux. Il travaillait pour la France. Il était littéralement un espion français. Mais il insiste, il veut nous faire croire que non, dans l'histoire vraiment, c'est lui le bon, ce sont les autres qui étaient mauvais, et patati et patata.
S'il voulait vraiment prouver sa bonne foi, déjà ses livres auraient été gratuits. Je pense qu'il a été suffisamment payé par nos impôts au fil de toutes ces années, par tous ces chefs d'État africains et en plus par la France. Donc, même si pour lui imprimer, voilà, ça coûte une certaine somme et il ne voulait pas dépenser ça, il aurait pu publier ses livres gratuitement en PDF sur Internet comme ça. Et il n'aurait pas vendu ça. Il est riche. Il touchait des salaires exorbitants avec la souffrance qu'il a initiée. Et souffrance que nous, on subit encore aujourd'hui. Après, s'il était vraiment de notre côté, il allait faire en sorte de réparer. Il allait faire en sorte de sortir les véritables archives, de dire les véritables choses, de donner les informations pertinentes, utiles et stratégiques, de les communiquer, même si c'est en secret. Je ne pense pas qu'il l'ait fait, je doute très fort qu'il l'ait fait. Et après, il aurait même communiqué sur nos médias, pas des médias français. Il aurait essayé de s'approcher des personnes plus crédibles de la communauté ou des gens du combat et essayer de leur faire comprendre que, ok, voici ce que j'ai comme info qui peut vous être utile. Là, il se contente de s'asseoir, de raconter une série d'anecdotes et de prétendre qu'il est la bonne personne dans l'histoire manipulée et qu'il a souffert de la souffrance qu'il a infligée. Où est le sens dans ça? Ils savent qu'il sait tout et visiblement, il est suffisamment en vie pour pouvoir faire sortir son livre, gagner la sympathie du public au moment où la France est en train de vouloir revenir de l'Afrique parce qu'elle a été chassée, parce qu'il y a une terrible prise de conscience globale et que la France mène une action gigantesque de communication pour pouvoir y arriver, pour pouvoir regagner la sympathie du public africain. Vraiment, vous ne trouvez pas que c'est un peu trop de choses qui s'agencent? Et comme par hasard, bien sûr, ce n'est qu'un hasard, il se fait interviewer par de gros médias français qui sont diffusés en Afrique. TV5, France 24. Coïncidence? Je ne pense pas. Quand on lui pose la question sur la France-Afrique, quand on lui parle de la France-Afrique, il dit que ça n'existe pas. Alors qu'il a littéralement fait fortune grâce à la France-Afrique. Est-ce que vous direz, M. Bourgi, que la France-Afrique est finie aujourd'hui? Pour ma part, il est fini. Je répète, je n'aime pas quand on nous prend pour des idiots. Je ne connais pas son objectif ni ses intentions, mais elles ne sont pas désintéressées, ça c'est sûr. Et il a en mission. C'est un espion. Il l'a été et il reste un espion. Une chose positive désormais, c'est que je vais utiliser les révélations, les anecdotes qu'il donne pour pouvoir fermer la bouche de beaucoup de personnes qui nient l'existence de la France-Afrique et qui nient aussi par ricochet la dépendance des pays occidentaux, notamment de la France, envers les pays africains. Dépendance qui s'exprime par leur crise d'angoisse à chaque fois qu'ils se rendent compte que les pays africains ne veulent plus d'eux. J'ai retrouvé un extrait d'Ali Bongo qui date, où il disait qu'il ne connaît pas la France-Afrique. Vraiment, il ne connaît pas ça. Et aussi une émission radio de Radio Sud, voilà, où on a invité un colon notoire, Bernard Lougan, qui dit aussi que la France-Afrique n'existe pas. Il est étonnant que chaque fois que vous me rencontrez, vous me posez ces questions-là. Je ne vais pas parler des Diamalaki. Non, mais même la France-Afrique, je crois avoir indiqué une fois que je ne connaissais pas la France-Afrique. Ouais. Alors, le problème de la France-Afrique, c'est un autre problème. Nous en avions parlé déjà chez vous. Bien sûr. La France-Afrique, pour moi, n'existe pas. La bonne blague. On se demande comment est-ce qu'un pays qui a pour ressources le vent et la pluie fait pour nourrir 60 millions de personnes. Une chose intéressante que je constate aussi avec ces révélations de Robert Bourgi, c'est que tous les présidents français, sans exception, sont financés par les pays africains. Après, ils vont dire qu'ils ne doivent rien à l'Afrique, alors que c'est grâce à mes impôts que Macron dort à l'Élysée actuellement. C'est grâce à mes impôts que des personnes comme Hollande ou Sarkozy ont des gardes du corps, ont des voitures et des logements. Et après tout ça, il y a des Français, quand ils vont tomber sur mes vidéos, vont se demander pourquoi est-ce que je parle de la France, alors que la France me vole plus d'argent qu'à n'importe quel autre citoyen français. Bref, dans une prochaine vidéo, je vais me pencher sur le cas Gbagbo, parce que même Gbagbo a des choses à dire sur son arrestation. Donc on va s'arrêter là, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.